Bonjour, on va parler aujourd'hui d'un projet, un projet important pour une petite commune comme celle de Jeuf, une commune de moins de 7000 habitants, et le projet est un projet d'écoquartier, un projet qui envisage de réunir et de bâtir 400 logements à peu près, entre 350 on a même parlé à un moment donné de 1000 logements, mais c'est aux alentours de 400, des logements nouveaux sur un terrain qui est pour le moins problématique. Alors pour fixer les idées, la commune de Jeuf s'est délimitée ici par le trait rouge. La commune est une des plus petites communes de Meurthe-et-Moselle en surface. Elle fait un peu plus de 300 hectares et sur ces 300 hectares, il y en a 16 ou 18, ça dépend des chiffrages du projet, qui sont consacrés à l'écoquartier, c'est ici. Donc la commune de Jeuf, il y a ici un terrain qui était occupé par des usines avant, qui est le site prévu pour l'écoquartier. Il y a ici une zone de loisirs avec un collège aussi, et une piscine, des stades. Et il y a ici une zone de forêt. Et la dernière partie, c'est celle-ci. C'est la partie la plus importante et la partie construite. L'agglomération, les rues, les maisons. Alors, la commune de Jeuf fait l'objet d'un plan de prévention du risque minier parce que pendant des décennies, tout le bassin, d'ailleurs pas seulement la commune de Jeuf, a été exploité sous forme de mines et il y a des galeries un peu de tous les côtés. Donc on veut savoir si le terrain prévu pour l'écoquartier est en zone à risque ou non. Alors le plan de prévention du risque minier est accompagné d'un plan de zonage et on s'aperçoit que la zone en question est classée en zone blanche. Alors, pour savoir comment les services de la préfecture ont établi leurs conclusions, on le leur demande et ils nous disent c'est simple, on s'est basé sur les documents qui sont archivés à Metz. Donc on se rend aux archives départementales et on regarde les éléments disponibles, principalement ceux constitués par des cartes d'exploitation. Or, on nous explique, quand je dis on, ce sont les gens qui ont travaillé dans les mines, nous explique que les cartes les plus détaillées sont des cartes au millième. Ce sont celles que les porions utilisent sur site, c'est-à-dire dans les galeries même, et où ils relèvent l'ensemble des tracés et des galeries qu'ils creusent. Ces cartes au millième, on n'en a pratiquement retrouvé aucune à Metz, et on a trouvé quelques cartes au 2 millième, et la plupart étaient des cartes au 5 millième, mais même l'ensemble de la cartographie était quand même très sommaire, et les autres documents, en dehors des cartes, donc, étaient très peu exploitable, en tout cas aucun, sans rapport, on va dire, avec le site concerné. Autrement dit, la conclusion de la préfecture, qui était de classer cette zone en zone blanche, est basée avant tout sur une carence d'informations. Alors, sur cet argument, sur ce constat de carence, monsieur le maire et les gens qui ont repris cet argument-là nous opposent un contre-argument qui est assez intéressant. Ils nous disent, voilà, les gens qui exploitaient les usines et les mines, c'était les mêmes propriétaires, puisque donc sur le site de l'ancien quartier, de l'écoquartier, il y avait une ancienne usine, une installation sidérurgique qui était composée notamment de hauts fourneaux, et ils nous disent, les propriétaires n'étaient pas fous au point, ou irresponsables au point de creuser sous leur propre outil de travail. Alors, c'est un argument qui est un peu fallacieux parce que des chefs d'entreprise sont des gens qui sont habitués à gérer le risque de toute façon. Donc, gérer le risque et la prise en compte du risque par rapport au profit, c'est bien la mise en balance des deux. Et on ne voit pas pourquoi ça les aurait empêchés de creuser sous leur haut fourneau. En effet, on constate quand même, et la preuve à l'appui, que l'ensemble des habitations du reste de la commune, donc des habitations qui hébergeaient à la fois les ouvriers et leurs familles, mais aussi les ingénieurs, les porions, tout ce personnel habite une zone sur laquelle on n'a pas hésité à creuser. Donc on a pris un risque aussi là, le risque calculé, parce qu'il faut savoir qu'un haut fourneau qui viendrait à faire l'objet d'un affaissement, ça peut coûter de l'argent, mais une zone d'habitation complètement sinistrée qui habite le personnel, ça peut conduire ces personnels-là, et notamment les personnels les mieux nantis, on va dire, porions, ingénieurs, à quitter la zone et à aller habiter ailleurs avec leur famille, et donc reformer du personnel pour faire fonctionner les hauts fourneaux, ça peut coûter aussi très cher. Donc on peut se demander quand même ce que vaut l'argument. Et en même temps, ça fait allusion à des propriétaires qui seraient sans foi ni loi, avec la seule volonté de gagner de l'argent quoi qu'il arrive. Or, quand on leur demande, mais vous les connaissez, ces propriétaires-là, les tenants de cet argument-là nous disent, non. Donc autrement dit, ça ressemble à un vœu pieux où on désire, on prend ses désirs pour la réalité, on désire que la zone soit blanche et pour ça on désire que les gens qui étaient des propriétaires n'aient pas creusé sous leur outil de travail alors qu'ils ont creusé sous tout le reste de la ville. Alors pour illustrer ce que nous venons de dire concernant la cartographie et les zones blanches, donc ici il y a l'écoquartier qui est
classé en zone blanche, c'est-à-dire on n'a pas d'informations sur le fait que ça a été exploité ou non. Okay. Et à quelques centaines de mètres, on est ici dans l'autre département, donc à cet endroit-là, il y a deux maisons qui, en 2012, au moment où le projet a été présenté à la population, il y a deux maisons qui ont fait l'objet d'un affaissement minier, deux maisons qui ont été donc détruites, puisque c'est tellement abîmées qu'elles n'étaient plus habitables. Les habitants, bien sûr, ont été relogés ailleurs. Et ces deux maisons, on l'a appris assez rapidement, étaient classées en zone, étaient sur une zone classée zone blanche. Alors le second risque qui concerne le site prévu pour l'écoquartier, c'est le risque inondation. Là, encore une fois, il existe un plan de prévention du risque inondation sur la commune de Geuf, puisque les rues qui avoisinent la rivière sont classées en zone inondable, et le terrain prévu pour l'écoquartier est lui classé en zone non inondable. Donc il a fallu interroger la préfecture, là encore, pour savoir comment ils avaient fait pour classer les différentes zones. Ce qui est intéressant quand même, et ce qui interpelle dès le départ, c'est que les zones qui sont en zone inondable sont à une hauteur par rapport au niveau de l'eau similaire, grosso modo, à la hauteur du terrain de l'écoquartier par rapport au niveau de l'eau à cet endroit-là. Et ce qui est curieux, c'est qu'entre les deux, il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de retenue, il n'y a donc rien du tout. L'écoulement de la rivière se fait tout à fait normalement. Et donc on a du mal à comprendre comment la hauteur n'intervient pas pour le classement de la zone. Alors il peut y avoir d'autres notions comme le débit, comme les embâcles, enfin plein de choses. Mais donc on s'intéresse à savoir comment la préfecture a établi son rapport. On l'a interrogé par écrit, c'était en août 2012, et au mois de novembre, la réponse est tombée par un courrier émanant donc des services de la préfecture qui nous explique comment a été fait cette étude. Alors voici le courrier par lequel la préfecture répond à notre interrogation, et là on nous explique qu'en janvier 2002, le bureau d'études BCOM a présenté un rapport sur justement le risque d'inondation sur la commune de Geuf. Il est dit tel quel que l'étude était d'une grande fiabilité, mais par contre le manque de levée topographique et leur désuétude ne permettaient pas d'obtenir une grande précision cartographique. Autrement dit, le rapport était très fiable, mais pas précis. C'est assez curieux, mais bon, pourquoi pas. Et là, on apprend un peu plus tard, dans le paragraphe suivant, que la commune de Geuf nous a fourni des données en novembre 2007, c'est-à-dire 5 ans après, et en fait à la période où justement Monsieur le maire envisageait de construire un écoquartier. Donc c'est que 5 ans après la première étude, que les levées topographiques fournies par la mairie de Geuf sont communiquées à la préfecture, et c'est sur la base de ces informations-là que la préfecture prendra sa décision. Mais elle ne se base pas que là-dessus, bien sûr, et on nous explique ici que la zone pour des crues centenales n'a pas été concernée par les grandes crues de l'Orne, et on nous cite quelques années, 47, 81, 93 et 95. Or, curieusement, à notre disposition, nous avons des photos dans la presse, la presse régionale, le Républicain Lorrain, qui, au niveau des archives, nous communique les photos du site sous l'eau pour ces années-là, et même d'autres années qui ne sont pas mentionnées. Alors, sur la base de ces observations qu'on fait aux gens qui nous ont répondu, on leur dit, écoutez, voilà, nous on a des témoignages de gens qui ont travaillé sur le site dans les années même 93, et qui nous disent que non, le site était bien inondé. Et puis on se rappelle, pour vivre ici, personnellement, que certaines rues étaient aussi inondées, donc les inondations étaient relativement importantes, et on s'inquiète quand même de savoir ce qui se passe, et on leur dit, écoutez, il y a un problème quand même à ce niveau-là, voilà. Alors ils nous demandent, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Nous, rien de spécial, c'est à eux de faire leur travail. Nous, on leur fait que signaler le fait qu'il y a des lacunes importantes dans leur travail. D'abord parce que c'est la mairie de Geuf qui a l'intention de construire, qui fournit les relevés topographiques. C'est un petit peu quand même délicat. C'est comme si vous vouliez construire une maison quelque part et que c'est vous qui fournissez l'étude de faisabilité de votre construction. Et en même temps, ils vous disent que le site n'a pas été concerné par les grandes inondations, alors que les photos de la presse archivées sont totalement contradictoires avec cet état de fait. Non, le site a bien été inondé très régulièrement, et même des années différentes de celles dont ils font la liste sur leur courrier. Donc ça pose quand même un souci, et on est là en 2012, il ne se passera rien, et il faudra attendre quelques années plus tard pour que le risque inondation soit enfin pris en compte par la préfecture, et qu'elle revoie sa copie pour le risque inondation. Mais jusque-là, la préfecture disait non, inondation, non, il n'y en a pas, basé sur cette étude-là.
Troisième problématique de ce site, ce sont les odeurs. En effet, les gens qui passent par la départementale qui longe le terrain prévu pour l'écoquartier sentent régulièrement de très mauvaises odeurs, au point que sur quelques centaines de mètres, ceux qui conduisent leur voiture retiennent leur respiration, d'autres ferment le circuit d'air de la voiture, et c'est vraiment très désagréable. Alors, il fallait savoir d'où venaient ces odeurs-là qui étaient fréquentes par période, moins fréquentes dans d'autres périodes, et qui étaient vraiment très nauséabondes. Alors après, un petit peu enquête locale, il n'y a pas quand même 36 solutions, on s'est rendu compte qu'à proximité de l'écoquartier, il y avait un centre d'enfouissement des déchets. Ce centre d'enfouissement des déchets fonctionne comme ça, ils creusent un trou, ils mettent une bâche, ils mettent les déchets, ils recouvrent de terre et ils plantent au-dessus pour que ça fasse à peu près joli. La bâche sert à récupérer les liquides de décomposition des déchets, et ce liquide-là, il est traité, c'est ce qu'ils appellent un lixivia, et ce lixivia-là, après traitement, il est rejeté en milieu naturel, en l'occurrence l'Orne, et c'est à quelques centaines de mètres de là seulement, et donc à la hauteur du passage à niveau qui est juste en bordure de l'écoquartier. C'est d'ailleurs pour ça que les gens qui passent par là en voiture, une fois qu'ils ont franchi le passage à niveau, sortent de la zone, puis ça remonte un petit peu, donc ils ne sont plus tout à fait dans la cuvette, ne ressentent plus cette odeur-là. Mais l'odeur, au moins, on en a identifié la source. Alors toujours pareil pour la vue aérienne, pour fixer des idées, ici c'est le centre d'enfouissement des déchets, ici c'est l'écoquartier. Vous voyez que ça quelques centaines de mètres, même pas. Et le lixivia est rejeté donc en milieu naturel à cette hauteur-là. Le petit décochement que vous voyez ici de la route, c'est le passage à niveau. Donc c'est ici que le lixivia est rejeté dans la rivière, et c'est toute cette zone-là, qui est une cuvette en fait, puisqu'il y a des collines d'un côté et ça a un peu de relief de l'autre côté, donc c'est bien une cuvette qui est baignée par les odeurs en question. Quand les odeurs sont très fortes, ces odeurs-là peuvent même déboucher sur le bas de la rue de Franchepré, ici à Jœuf, et même aller jusqu'à la place de la mairie, mais c'est exceptionnel. Alors concernant ces nuisances, on nous explique que, c'était en 2013-2014, que le site d'enfouissement des déchets allait suspendre son activité pendant 2 années. Pas complètement en fait, parce que simplement il continuerait d'avoir une activité au ralenti, mais depuis ça s'est reproduit et maintenant le site refonctionne tout à fait normalement. En tout cas, voilà la réponse qu'on a eue de la mairie, en disant pour eux il n'y a pas de problème. Alors le 4e point qui concerne ce projet d'écoquartier, c'est le bruit. Alors le bruit, c'est une nuisance qui n'est pas forcément incompatible avec du logement. Il y a des gens qui habitent à côté d'une voie ferrée, puis au bout de quelques jours, semaines éventuellement, ils n'entendent plus les trains passer, donc ça ne les gêne pas. Bon, sans doute. Mais c'est quand même une nuisance qui se rajoute à celle qu'on a évoquée jusqu'à maintenant et celle qu'on évoquera après. Alors le mieux, c'est de se rendre sur place pour se rendre compte en fait de comment ça marche. Voilà, alors on est ici. Maintenant que la voiture passe, les voitures passent, donc on est ici sur la voie ferrée et au-dessus de la départementale qui surplombe toutes les deux le site prévu pour l'écoquartier de le projet jovicien de M. Corzani. Alors comme vous pouvez entendre, on n'est pas aux heures de pointe, il est 1h et on a énormément de circulation quand même, donc il y a quand même un peu de bruit. C'est d'ailleurs les 2 sources recensées sur la commune de bruit officiel de bruit. Alors pour fixer les idées, il y a eu un plan d'étude sur les sources de bruit sur la commune de Jœuf. Et là, on s'aperçoit qu'il y a 2 causes de bruit importantes, c'est la voie ferrée qui traverse la commune et la départementale qui est aussi la rue principale de la commune de Jœuf. Donc ces 2 sources de bruit sont les causes principales objets du rapport. Il existe aussi des zones calmes. Zone calme, c'est la forêt, le morceau de forêt qu'on a vu tout à l'heure, c'est la butte sur laquelle il y a la zone de loisirs et aussi un collège, et c'est curieusement l'écoquartier. Donc on voit qu'après le PPRI, l'inondation, le PPRM, le risque minier, on a un 3e rapport là sur le bruit, sur la commune de Jœuf, où un terrain qui est bordé par la voie ferrée et la départementale, sans qu'il y ait le moindre rempart entre ces 2 installations et le site prévu pour l'écoquartier. Donc on a là réuni les 2 sources de bruit connues sur la commune. Malgré ça, et c'est même la seule zone qui est comme ça, malgré ça, on va avoir cette zone-là classée en zone
calme, au même titre que le morceau de forêt qui est à l'autre bout de la ville, ou que la zone située en altitude, qui est zone de loisirs sur laquelle il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aussi un collège. Donc, on a maintenant un terrain qui est une zone calme. Alors quand on fait remarquer quand même ça à monsieur le maire, il répond, oui, il a quand même répondu par écrit, hein, pas directement, mais il a quand même répondu par écrit, que c'est pas un problème parce que les logements seront bien insonorisés. Ils seront bien construits et donc bien insonorisés. Autrement dit, en hiver, il n'y a pas trop de soucis, on n'entendra rien parce qu'on aura les fenêtres fermées. Et puis le reste de l'année, et notamment en été, il n'y a pas de soucis non plus, parce qu'on aura toujours les fenêtres fermées. Alors le point numéro 5, c'est l'humidité. Comme on l'a dit, on est là dans une cuvette, c'est-à-dire que quand il y a du brouillard matinal sur la commune de Geoff, Geoff reste plus ou moins dans le brouillard le matin très tôt, et puis petit à petit ça se dégage. Mais au-dessus du terrain prévu pour l'écoquartier, là par contre les nuages très fréquemment persistent, c'est-à-dire qu'en fait on est dans le brouillard beaucoup plus longtemps que sur le reste de la commune. Et c'est un point qui peut poser problème parce que c'est du brouillard, c'est aussi de l'humidité, et que un écoquartier, ça se veut quand même un coin où on aime bien vivre, et aimer vivre dans le brouillard, peut-être qu'on va accueillir des Londoniens, on verra en tout cas ce qui se passe. Toujours est-il que c'est aussi un point particulier de ce projet. En fait, il existe de nombreux points qui vont pas, je veux dire, par exemple, on est à proximité juste d'une station d'épuration. Alors cette station d'épuration, elle est relativement récente, c'est-à-dire qu'elle a quoi, une vingtaine d'années, même pas. Et donc on peut supposer qu'il n'y a pas de problème aujourd'hui, mais le temps que l'écoquartier se fasse, la station d'épuration va vieillir, et donc on a là une source potentielle de problème, une installation technique qui est juste à côté de l'écoquartier. Ensuite, on a une zone de grand passage qui est donc une zone faite pour les gens du voyage, qui est à proximité. Et quand on veut vendre un écoquartier, il faudra bien vendre les logements à des gens, et il faut que ça soit attractif. Vous savez que la mixité sociale n'est pas forcément à l'ordre du jour de ceux qui vont acheter. Et donc, je ne sais pas, c'est un peu comme si dans le 93, on essayait de construire des villas de luxe. Je ne suis pas persuadé que ça fonctionne. Ceci dit, c'est bien, parce qu'il y a quand même une zone de grand passage, donc juste à côté. Pourquoi pas. Alors, il y a aussi d'autres choses qui posent problème. Là, on a la gare qui n'est pas très très loin, mais qui est quand même pas si proche que ça. Il faut quand même un bon moment pour y aller. On est proche de tout, des commerces, de Geoff. On nous dit même qu'on est proche de tous les itinéraires piétons qu'il y a dans la commune, et on va y revenir. Alors, à la lecture des différents rapports de présentation du maire de Geoff de son projet d'écoquartier, on peut penser qu'on nous prend quand même un petit peu pour des abrutis. Mais il n'y a pas que nous qu'on prend pour des abrutis. Je pense aussi qu'on essaye aussi d'arrondir les angles avec les instances officielles comme le préfet de région. Il y a eu en effet une étude d'impact qui a été réalisée donc par la mairie de Geoff, une étude qui a fait l'objet d'un dépôt en mairie, une enquête publique, donc à la disposition de tout le monde, et on a pu regarder un petit peu ce qu'il en était de cette enquête publique. Et notamment, on a vu que le premier projet avait été envoyé donc au préfet de région, qui a noté que la commune de Geoff disposait de sentiers piétonniers, d'itinéraires piétonniers, et que le préfet de région, ou ses services en tout cas, demande à monsieur le maire de lui préciser en détail les itinéraires piétons de la commune. Et là, aux surprises pour les habitants de la ville, c'est de voir que des quartiers, le nombre d'itinéraires piétons est faramineux, mais que pratiquement aucun d'entre eux n'est un itinéraire piéton. On a des allées de garage, on a des rues qui amènent à des garages aussi, donc sur lesquels il y a des voitures qui roulent. On a vraiment de tout. D'accord, le seul itinéraire vraiment piéton qu'il y a, c'est le long de l'Orne, la promenade des Berges de l'Orne, qui, elle, est vraiment un itinéraire piéton et vélo, bien sûr, mais en tout cas pas de véhicule à moteur. Pour le reste, c'est pratiquement que des entrées de garage, des petits morceaux d'allées, etc. Ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est même assez comique, parce que quand on a lu ça, on s'est dit non, là il fallait oser. Oui, ils ont osé. Alors voilà la carte fournie à la préfecture de région. Il y a en vert tous les sentiers piétons ou vélos recensés par la mairie, et les numéros qui figurent sont ceux que nous avons rajoutés, puisque dans un article qui avait été paru à l'époque, nous avions
produit des photos donc, de chacun des points qui sont numérotés ici, c'est-à-dire pratiquement une vingtaine. Et ces points-là, on va en voir juste quelques-uns pour voir un petit peu ce qui se passe. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec des chemins piétons. Alors voilà sur Google Street la rue de Ravenne, c'est un des points qui est évoqué. Sur le côté, on a ici cette voie là qui mène à des garages, un ici, un au fond. Ce sont des voies piétonnes et vélos. D'ailleurs, il y a un bateau ici, certainement pour laisser passer les piétons et les vélos plus facilement. Alors nous sommes ici dans un autre quartier de la ville, à Arly, et là, donc toujours pour la mairie de Geoff et son rapport, nous voyons que ça, par exemple, ici, là, c'est une allée piétonne. Les voitures qui sont là on utilise un itinéraire piéton et vélo. Et il y en a toute une série, puisque toutes les rues transversales sont classées en zone piétonne, en voie piétonne et voie vélo, alors qu'elles sont, comme celle-ci, tout à fait utilisées par les véhicules. Alors bien sûr, les services de la préfecture, qui ne connaissent pas Geoff, la préfecture de région, n'y ont vu que du feu, et puis ont même produit un avis sur la qualité du rapport qui était haut de gamme. Oui, moi je veux bien, mais ça, c'est pas une rue piétonne. Alors le point suivant à relever sur le projet d'écoquartier et sur le site qui a été choisi, c'est l'ensoleillement. Dans le rapport dont nous avons parlé, l'étude d'impact qui a été fournie donc par la mairie de Geoff au préfet de région, il y a notamment un très beau schéma. Alors c'est pas une photo, c'est un schéma. C'est curieux parce que sur une photo on aurait peut-être vu les choses différemment. En tout cas, sur un très beau schéma qui parle de l'ensoleillement et qui expose que le terrain est très bien situé par rapport à l'ensoleillement. Alors voici le schéma en question. Comme vous voyez, on peut voir l'Orne ici en bas, le lit de l'Orne, le coteau, le début de la colline ici, là le terrain prévu pour l'écoquartier, et là le petit contrefort qui remonte sur les reliefs dont on a parlé tout à l'heure. Alors il est dit dans le texte que exposé plein sud, il profite au maximum de l'ensoleillement dans la vallée. Oui, sauf que à quelle époque? Et puis pour l'ensoleillement, ça dépend aussi de la zone. Là, on voit que l'écoquartier est ici, sera ici. La zone bâtie sera principalement là. Sur les contreforts, donc sur les pentes qu'on a vues sur le schéma de la mairie tout à l'heure, il y aura des jardins, c'est ce qui est indiqué. Et là, une réserve foncière sur une partie qui ne sera pas construite, en tout cas pas immédiatement construite. Et alors ici, on a fait donc nous une étude et des photos depuis les hauteurs qui entourent le site prévu pour l'écoquartier à différentes heures. Ici, la photo a été prise à 11 h le 9 décembre 2013. Et le 9 décembre, on voit qu'à 11 h, toute cette zone-là, donc toute la zone qui est prévue dans la zone construite, les jardins sont censés être là. Et ici, un petit peu au soleil, c'est la réserve foncière. Donc toute cette zone-là est à l'ombre. Et en réalité, l'ensemble des photos qui ont été prises ce jour-là montrent qu'au fur et à mesure que le soleil tourne, ou que la Terre tourne si vous préférez, l'ensoleillement se déplace, mais que finalement la zone prévue pour l'écoquartier, pour les bâtiments, sera à l'ombre toute la journée. À aucun moment elle ne recevra le moindre rayon de soleil. Donc en conclusion, pour l'ensoleillement, pour ce site parfaitement exposé selon les termes de la mairie de Geoff, on voit que pendant les mois d'hiver, le site de l'écoquartier, donc les constructions, ne recevront pas le moindre rayon de soleil tout au long de la journée, et que en dehors de ces mois d'hiver, mois extérieurs, on peut dire un peu éloignés du solstice, on a à la fois des périodes où il va y avoir un peu de soleil quand même, et d'autres où il n'y en aura pas. Un autre point particulier qui concerne le site en question, c'est qu'il est pollué. Il est pollué par tout un tas de choses, pratiquement tout ce qu'on peut imaginer, des PCB, des hydrocarbures, des métaux lourds, mais il est affirmé dans le rapport de présentation de la mairie du projet à la population que ces polluants sont, je cite, non volatiles et sans danger pour les nappes souterraines. C'est assez curieux parce que c'est juste affirmé, c'est pas expliqué pourquoi tous ces polluants-là seront fixes et à hauteur fixe, c'est-à-dire qu'ils ne monteront pas dans l'air et ils ne descendront pas dans les nappes souterraines. On n'en sait rien. Il faut savoir quand même que le propriétaire précédent du terrain, donc l'industriel qui possédait le terrain, avait envisagé un temps de le reconvertir en logement. Mais devant le coût de la dépollution, il y a renoncé. Donc il a cédé son terrain à une administration, l'EPF Lorraine, et lui s'est débarrassé du problème.
Alors monsieur le maire de Geoff, lui, envisage de récupérer le projet, donc lui il intervient comme une administration, et il nous cite dans ce même rapport, cette même présentation, son estimation des travaux de dépollution. Alors il y en aurait pour 4 millions d'euros, financés à 80% par le PFL, et donc la commune de Geoff, une commune de moins de 7000 habitants, prendrait en charge les 800 000 euros qui sont les 20% restants. Euh, on s'est rendu compte par la suite, dans l'évolution du projet, parce que là on est en 2012-2013, que la pollution, enfin, le coût de la dépollution est descendu assez rapidement pour ne plus atteindre qu'une somme aux alentours de 250 000 euros et qui correspond à des opérations qui sont simplement des opérations de confinement, c'est-à-dire qu'on déplace la terre polluée, on les met sur le côté, on ne sait pas trop où, mais on les met dans des aires réservées au stockage de ces terrains pollués. Bon, c'est assez curieux. Surtout qu'à la même période, il était indiqué que la dépollution était en cours. On était en 2013. Et on est aujourd'hui en 2019. Et entre 2013 et 2019, on n'a jamais vu un engin de chantier de dépollution sur le site. Donc la dépollution qui était en cours en 2013 aurait dû être largement terminée depuis. En fait, elle a, je suppose, jamais été en cours. Et là, on se rend compte que donc entre la parole politique et la réalité, encore une fois, il y a tout et n'importe quoi. Alors c'était peut-être simplement un procès de, on va dire, d'intention ou un effet d'annonce, c'est-à-dire quelqu'un qui prend son envie pour une réalité et qui prend de l'avance sur ce qui va se passer, c'est-à-dire que c'est déjà en cours alors qu'en fait c'était en cours dans son esprit peut-être, dans l'esprit des décideurs autres aussi, mais pas dans la réalité. Ce qui est notable dans cette histoire, c'est que quand un particulier, même un industriel puissant, veut faire du logement sur un terrain problématique, il rencontre des obstacles, de normes, des contraintes fabuleuses qui font que il y renonce. Mais quand une administration, la mairie de Geoff est une administration, reprend le dossier, le même dossier de construire du logement sur cette zone, à ce moment-là, on voit que tous les coins s'arrondissent, on voit que les règles s'assouplissent, et bref, ça passe. Alors, c'est assez curieux, mais voilà où on en était. Alors, au final, le site est quand même très problématique au niveau de la pollution, et il y a un argument qui est avancé, le dernier argument en date de la part des gens qui veulent absolument soutenir le maire de Geoff dans son projet, qui est que puisque c'est pollué pour du logement, c'est pollué pour des entreprises, et donc on préfère du logement. Oui. Sauf que là, il faut. Nous, on prend les arguments pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on présente un argument, même si on estime que la réponse est évidente, on prend le temps d'expliquer. Alors là, on prend le temps d'expliquer que Cattenom, la centrale nucléaire voisine, c'est un site dangereux et pourtant il y a du personnel qui y travaille. Il y a des entreprises. Quand il y a un site d'enfouissement des déchets, c'est aussi un élément dangereux et on a du personnel qui travaille sur place. Mais qu'il viendrait à l'esprit de personne d'y mettre des enfants, du logement, des écoles sur un terrain de ce type-là. Pourquoi? Parce que le personnel peut être formé, équipé, avec des mesures de sécurité importantes qu'on ne peut pas mettre là où il y a des familles qui vivent avec des animaux domestiques, des enfants, etc. Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là. Mais l'argument là, il fallait l'examiner, donc on vient de le faire. Alors, le coût, le prix de la dépollution nous permet d'aborder la totalité des éléments financiers du dossier. C'est que la commune de Geoff a engagé énormément de frais par des études. La première qui était un peu notable, elle a coûté quand même 130 000 euros, c'est pas grand chose à l'échelle du projet, mais c'est à l'échelle d'une petite commune, c'est quand même très important. Ça c'est la première, il y en a eu d'autres par la suite. Il a fallu acheter le terrain, on l'a donc déjà acheté alors même qu'on ne sait pas ce qu'on va vraiment en faire, puisque les problèmes divers qu'on a évoqués ne sont pas solutionnés, et celui de la pollution non plus. Et on l'a acheté pour 3 millions d'euros, à l'échelle d'une commune qui a un budget annuel de 8 millions d'euros, c'est énorme. Il a fallu donc emprunter pour ça, et on rembourse actuellement le crédit et les intérêts bien évidemment, même si on n'a pas encore engagé les dépenses liées à la dépollution elle-même. Par contre, les études qui ont eu lieu là-dessus, c'est quelque chose d'assez faramineux. On ne va pas faire le détail, mais on est à des engagements financiers très importants sur l'ensemble de ce projet. Alors le point suivant, c'est la concertation. Partout sur Internet, quand vous regardez écoquartier, on vous explique bien que pour qu'un projet d'écoquartier arrive au bout correctement, il faut une grande concertation avec les habitants et si possible aussi les futurs habitants du quartier en question. Donc la concertation, c'est un élément très important, voire même vital si on écoute ou si on comprend tout ce qui est publié sur Internet. Le problème, c'est qu'ici, effectivement, une première réunion de concertation a eu lieu. La première réunion a réuni très très peu de monde par rapport à la population qui est quand même de 7000 habitants. Et
les questions qui étaient débattues, c'était pas de savoir si on allait faire ou non un écoquartier. Ah non, ça c'était réglé, quoi. La décision était prise. En fait, très rapidement, au cours de la réunion, les participants ont été invités à se répartir sur 4 ateliers où chacun devait travailler sur un thème, par exemple la place de la voiture dans l'écoquartier, voilà, des choses comme ça, pratiquement la couleur du gazon. Et quand on a posé la question, quand même, juste avant le partage, on a posé la question à M. Corzani, au maire de la ville, de savoir mais pourquoi créer un écoquartier? La réponse a été unique. Un seul argument, c'était il faut prendre le train en marche. Il a expliqué quand même qu'autour de Geoff, d'autres communes construisaient à tout va, et que si on ne construisait pas à cet endroit-là, puisque la commune est très petite, si on ne saisissait pas l'occasion de construire ici, on n'aurait pas fait comme les autres à côté. Donc heureusement que les autres à côté ne se jettent pas d'un pont dans la rivière, parce que on aurait peut-être fait pareil. Voilà. Donc en dehors de cette blague, il faut quand même comprendre qu'il faut qu'il y ait un argument derrière, et on n'arrive pas à comprendre pourquoi en fait il faut absolument qu'une ville grandisse pour qu'elle aille vers le mieux. Ça serait en fait une espèce d'idéologie qui voudrait que dans un petit village, on n'aspire qu'à vivre dans une grande ville. Quand les gens habitent dans un village, ils ne souhaitent qu'une chose, vivre dans une grande ville. Dans une grande ville, il y a des avantages, comme une université, des hôpitaux, des choses comme ça, mais dans un village, il y a aussi des avantages, la tranquillité, voilà, la vie avec les voisins, etc. Donc là, c'est parti du principe qu'il faut absolument construire. Alors, non pas parce que les autres le font, mais parce qu'il y a une raison derrière, laquelle, on ne sait pas trop. Ce qu'on sait, c'est que, et ça, c'est malheureux, mais moi j'ai trouvé rien d'autre, c'est que le maire de la commune, s'il devient le maire d'une commune plus grosse en habitants, il est mieux rémunéré, et notamment on est à 7000 habitants, si on arrivait à dépasser le cap des 10 000 habitants, les élus seraient mieux rémunérés. Bon. Je ne dis pas que tout est fait dans cet esprit-là, mais simplement, ce qu'on note, c'est que quand on cherche les avantages de grossir en population, celui-là, il est clair, il est net, il est précis. Par contre, les autres aspects de la chose sont beaucoup moins évidents. On n'arrive pas à comprendre pourquoi il faut absolument grandir. Et en aucun cas, le fait de dire les autres le font, donc il faut faire pareil, n'est un argument valable. Alors en fait, après cette première réunion de concertation, il y en a eu une seconde. Mais dès la seconde réunion de concertation, là, les choses sont clairement annoncées dans le bulletin municipal de la ville. C'est-à-dire que si vous souhaitez participer à cette réunion-là, il faut vous inscrire avant. Alors, plus question d'accueillir quelqu'un comme ça, au hasard, et que ce soit ouvert à tous. Et pour s'inscrire, c'est facile, il y a un petit coupon qui est indiqué, qui est fourni sur le bulletin municipal. Il suffit de le découper ici, vous voyez les ciseaux, et il est clairement indiqué que voilà, vous souhaitez participer à la construction de l'écoquartier, vous partagez ce projet, vous voulez que l'écoquartier réponde à vos besoins, inscrivez-vous à la deuxième session d'atelier de concertation. Autrement dit, on accepte que les gens qui sont pour et donc favorables au projet d'écoquartier, plus question de remettre en cause la réalité de ce projet. On le voit, la concertation, c'est pas gagné. Et quand on voit aujourd'hui que parmi ces mêmes élus, certains critiquent le grand débat national qui est organisé aujourd'hui par le président de la République, on se dit que, peut-être, mais là, c'était quoi ça? Alors les derniers développements de cette histoire-là, c'est un courrier qui est adressé par le collectif RDL, la seule association qui fait quelque chose contre ce projet ruineux et on va dire un peu pharaonique et puis surtout posant autant de problèmes. Un courrier donc adressé au préfet de Meurthe-et-Moselle qui attire son attention sur sa propre responsabilité s'il continue de considérer le terrain comme étant non inondable alors que des photos prises lors des crues de 2016 ont montré que l'eau est arrivée pratiquement à la hauteur du terrain et que en tout cas et que dans les rues en fait qui étaient concernées dans la zone inondable, l'eau n'arrivait même pas jusqu'aux maisons, donc on était encore loin des inondations. Toujours est-il qu'on montrait bien clairement que les maisons en zone inondable étaient concernées de la même manière que l'écoquartier qu'on envisageait de faire. Alors, suite à ce signalement, mais il a fallu attendre 2 ans et demi que les services de la préfecture réagissent, il semblerait que la préfecture ait revu sa copie et maintenant considère que le terrain, non, il est en zone à risque au niveau inondation et qu'il faudra éventuellement solutionner ce problème-là si on veut y construire un écoquartier. Ce qui a amené M. le maire à différer, non pas annuler, mais à différer son projet jusqu'en 2044, donc en fait de manière assez lointaine, mais il est vrai qu'il y a dans quelques mois, à
peine plus d'1 an, des élections municipales, et que encombrer sa campagne avec un projet qui est difficilement viable aurait été délicat. Il nous reste à parler maintenant de la couverture médiatique de ce projet. Alors, il faut savoir que dans la presse locale, la presse commerciale, c'est-à-dire le Républicain Lorrain, qui est possédé par une banque, le Crédit Mutuel, donc dans le journal du Crédit Mutuel, si vous voulez, le projet d'écoquartier a toujours été présenté comme quelque chose de fantastique. Je pense même que la commune de Geoff a payé un encart dans le journal à un moment donné pour vanter le projet de l'écoquartier. Mais en tout cas, on n'a jamais entendu ou pu lire dans le Républicain Lorrain la moindre ligne s'opposant à ce projet qui, on a vu, soulève quand même des problématiques nombreuses et variées. Alors, dernièrement, suite à l'annonce du maire de Geoff de suspendre son projet jusqu'en 2044, le Républicain Lorrain a lancé un sondage sur lequel il y a eu des réponses, mais la question qui était posée était plus de jouer les Nostradamus, donc on peut s'interroger sur l'aspect informatif d'un tel sondage, puisqu'on demandait aux gens s'ils pensaient que l'écoquartier allait se faire ou non. Sachant que la plupart des gens n'ont pas d'informations ni de détails, ni celles qu'on vient de vous donner là, ni celles d'autres, ils n'ont rien pratiquement. Donc demander aux gens de se prononcer sur le fait qu'un projet va se faire ou ne pas se faire, déjà c'est délicat parce que même nous on ne sait pas s'il va se faire ou pas, parce que tout dépendra de la fermeté et de la détermination du maire de la commune et de la passivité de ses interlocuteurs, aussi bien les préfets, etc. Préfet de région dont on a vu tout à l'heure que il était assez complaisant avec la qualité d'un rapport, alors que ça ne correspondait pas du tout à la réalité, et ça dépend de plein de choses comme ça. Par contre, la question qui aurait pu être posée, c'était est-ce que vous êtes pour un tel projet ou contre un tel projet, avec un exposé des avantages et des inconvénients. Avantages, on ne les connaît pas, mais inconvénients du projet, nous on les connaît, on vient de vous les recenser ici. Ça aurait été un élément d'information, mais on a remarqué que la presse locale n'était jamais, ne portait jamais atteinte, si vous voulez, au pouvoir en place. Voilà. Merci de nous avoir écoutés.